tous fragiles, dans un monde fragile. Peu compatible avec le monde de l'entreprise, me direz-vous. Face aux injonctions de réussite, de performance, de toujours plus, comment assumer sa fragilité et accueillir ses limites? Les rencontres Humanisme et Entreprise ont souhaité s'emparer du sujet. À Angers, nous organisons les 11e rencontres Humanisme et Entreprise, en partenariat avec la Chambre de commerce et le diocèse d'Angers, et d'autres partenaires du territoire. La journée se clôturera par l'intervention d'Hubert de Boisredon, dirigeant d'Armor Group, et Louis Faure, cofondateur du cabinet Eotecum. Merci Pierre, merci Pervenche, merci à vous tous d'être là. C'est toujours impressionnant de voir ces assemblées. Et sur ce thème qui est central, je pense, le lien entre fragilité, vulnérabilité et entreprise, vulnérabilité et stratégie, dirigeant et vulnérabilité, leader et vulnérabilité, tout ça, ça paraît parfois très opposé. Donc quelle cohérence peut-il y avoir entre tout ça? Donc, ce qu'on proposait, c'est peut-être peut-être compléter un peu le parcours qui a été décrit, un peu sur comment nous avons chacun vécu l'expérience de vulnérabilité, et puis aussi un peu après, on vous dira nos convictions en termes d'entreprise, de leadership, et ce lien avec la vulnérabilité. Moi, je dirais simplement que je crois que je peux oser dire que la vulnérabilité m'a sauvé. En fait, j'ai démarré ma vie dans un schéma où la culture de la réussite, d'une certaine perfection, était très forte. J'allais dire, j'ai été éduqué dans une famille chrétienne aimante, donc j'ai eu beaucoup de chance, dans des collèges catholiques, voilà. Mais je crois que j'étais scout, et j'avais envie de réussir pour faire plaisir à mes parents, j'avais envie de réussir parce qu'on me disait, bah voilà, il faut que tu réussisses pour faire ce qu'il y a de mieux. J'étais en quête d'une certaine perfection, même dans ma vie chrétienne, voilà, de m'efforcer de faire ce que je pouvais faire, de ce qui était le plus élevé à mes yeux. Mais derrière cette quête de réussite et de performance, alors comme je réussissais bien en terminale, on m'a dit voilà, il faut que tu fasses maths sup, comme ça tu feras une école d'ingénieur, ensuite tu pourras faire un MBA, ensuite tu pourras, comme j'ai un grand-père général, tu pourras ensuite faire l'école des officiers de réserve, et puis ensuite tu pourras rentrer dans un grand groupe. En fait, toute ma vie était programmée dans une logique de réussite et de performance. Mais au fond, derrière ça, se logeait une très grande angoisse, je pense. Et cette angoisse, c'était de me dire, au fond, je ne serai jamais assez parfait, je serai jamais assez, ma réussite ne sera jamais assez extrême pour mériter pleinement l'amour des autres, et particulièrement l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'étais dans une logique où il fallait que je gagne l'amour de Dieu. Il fallait que je sois assez bien à ses yeux pour être digne de son amour. Et donc, également, derrière Dieu, il fallait que je sois assez digne pour mériter l'admiration des gens, etc. Et puis, en fait, il y a eu un dénouement qui s'est passé dans une retraite. Ça va être trop long de détailler. Enfin, tout est dans ce livre, L'Esprit souffle, suis-le. Mais je dirais qu'en résumé, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai osé crier cette angoisse, un peu surtout après le témoignage de la vie de Charles de Foucault qui m'a profondément bouleversé, qui a dit, voilà, Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. Moi, j'ai pris ça au sérieux, j'ai crié en disant, Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. Je suis monté sur une montagne, j'ai crié, et il s'est passé quelque chose qui m'a complètement dépassé, parce que c'était plus moi qui contrôlais, c'était voilà, une présence qui m'a habité, qui m'a enveloppé, une présence d'amour que je ne connaissais pas tellement elle était forte et gratuite et en même temps douce, et qui en gros me disait tout simplement je t'aime. Voilà, et je t'aime pas parce que tu es parfait, je t'aime pas si tu réussis, je t'aime pas à condition que tu fasses telle ou telle chose ou que tu performes de telle ou telle manière. Je t'aime complètement gratuitement pour qui tu es, indépendamment de ce que tu feras demain. Voilà, et donc cette bascule-là, ça a été cette expérience de me rendre compte que finalement j'ai été aimé au cœur de ma pauvreté, au cœur de ma vulnérabilité. Voilà,
et avec une invitation profonde à m'accepter moi-même comme l'amour qui venait à ma rencontre me dire « je t'aime tel que tu es ». Voilà, si je vous raconte ça, c'est parce que ça, c'est, je pense, le cœur de, de ce moment où j'ai vécu ce lien. Alors après, il y a eu plein de choses qui se sont passées, notamment la rencontre des plus pauvres à New York lors de mes études, où j'ai découvert l'impact de la pauvreté, mais j'ai découvert aussi qu'en me donnant aux plus pauvres, je ressentais une joie que je ne connaissais pas. Et donc ma vie était un peu tiraillée entre distribuer la soupe populaire le matin, rendre visite à des malades du sida et l'après-midi étudier la finance internationale. Et puis j'ai essayé d'après d'unifier ces choses-là en partant au Chili, comme l'a dit Pierre, en fait, en me disant oui, il doit être possible de vivre en unité le goût de l'entreprise et de la finance, le service des pauvres et ma foi. Et ça a été toute une quête pendant 7 ans d'unifier ces 3 aspects de ma vie. Mais je n'ai pas arrêté de naviguer en fait entre le goût de l'entreprise, parce que je crois que l'entreprise peut construire le monde. On a besoin d'entrepreneurs, je pense aujourd'hui plus que jamais, au moment où beaucoup de choses s'effritent et il y a beaucoup d'incertitudes partout. L'entreprise reste un pilier solide sur lequel on peut s'appuyer, qui donne du sens. Et en même temps, de sortir d'une culture simplement où le but de l'entreprise serait simplement de maximiser le profit. Je pense que le but de l'entreprise, c'est de fédérer des personnes autour d'un projet qui construit et qui améliore le monde et de viser l'épanouissement de ses salariés, ce qui est quand même un peu différent. Et là, la rentabilité est simplement nécessaire pour pouvoir se développer. Donc c'est ce retournement qui est clé. Et donc ce retournement, il est au cœur de l'acceptation aussi de la vulnérabilité des personnes qui ont besoin de trouver du sens dans ce qu'elles font. Et les étudiantes de l'atelier auquel nous avons participé nous l'ont dit tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si je vais dire plus maintenant, mais sachez que, en tout cas, comme dirigeant d'Armor Group aujourd'hui à Nantes, c'est une entreprise de 2500 personnes qui est une entreprise tout à fait classique sur le papier, puisqu'on est spécialiste de l'encre et des consommables d'impression depuis 102 ans. Et pourtant, avec l'équipe, on a, et c'est vraiment une conviction partagée, on a cherché à inclure la fragilité et la vulnérabilité dans notre modèle d'entreprise, par exemple en accueillant des personnes qui ont un handicap. Sur nos chaînes de production, il y a des personnes sourdes et muettes. Au passage, c'est important de sortir de la croyance qu'une personne handicapée est moins performante qu'une personne valide, entre guillemets, parce qu'en fait, un sourd et muet produit aussi bien qu'une personne qui parle, hein, il n'y a pas de problème. Comme une personne en fauteuil est tout à fait performante en comptabilité ou en informatique. Donc ça, c'est une chose. Par contre, la personne qui a un handicap a un plus, c'est que elle n'hésite pas à dire à ses équipes « j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide ». Et en disant « j'ai besoin d'aide », en fait, elle libère tous les autres. Parce que très souvent, le problème dans l'entreprise, c'est justement cette peur de se montrer vulnérable qui fait qu'on n'ose pas dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, donc j'ai besoin de toi, ou je n'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? On a souvent des entreprises payent des dizaines de milliers d'euros de consultants pour essayer que les équipes apprennent à se dire « j'ai besoin de toi ». Une personne qui a un handicap, en fait, elle libère tout le monde. Et je veux dire, les ambiances, quand une personne est handicapée dans un service et qu'il y a une solidarité qui se manifeste, c'est absolument bouleversant. Et je dirais que ce n'est pas pour ça qu'il faut accueillir des personnes handicapées, mais le fruit de l'accueil d'une personne qui a un handicap dans l'entreprise est très souvent un état d'esprit et une performance aussi qui se multiplient par l'accueil de la vulnérabilité. Voilà. Et puis après, on pourra en parler plus. Il y a cette expérience du compagnonnage, en fait, qu'on expérimente avec Louis, compagnonnage intergénérationnel, qui pour moi est d'une énorme richesse, parce que c'est l'occasion, comme dirigeant d'entreprise, de pouvoir partager avec, pour le coup, un plus jeune, à égalité, le fait de pouvoir dire, écoute, là, je me sens, j'ai tel idéal, mais c'est pas forcément facile de rester fidèle à cet idéal. Où j'ai telle question d'entreprise, telle question stratégique, faire tel investissement, telle chose, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et d'accepter d'être challengé, d'être confronté, d'être encouragé parfois par un plus jeune qui tout simplement, c'est vrai que Louis souvent a l'audace de me dire, mais ok, cet investissement c'est bien, mais pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour que l'entreprise soit plus grosse, pour que tu sois plus important?
pour qu'on dise que tu es un plus grand dirigeant, pour avoir un peu plus de gloire, ou c'est parce que cet investissement est vraiment utile, par exemple. Ou tu dois prendre une décision difficile, de quoi tu as peur? Tu as peur que si tu la prends, ça t'affaiblisse au regard des autres, ou tu as peur parce que ça te montre, tu vas apparaître plus vulnérable en prenant ces décisions difficiles. Par exemple, lundi dernier, j'ai dû fermer une activité qui souffrait de la conjoncture, manque de marché sur la fabrication additive 3D. Pourtant, c'est une activité sur laquelle on avait misé. Et ça a été une décision difficile à prendre, mais on a dû prendre la décision de la fermer après avoir tout essayé. C'est pas facile pour un dirigeant d'entreprise d'oser regarder ses salariés dans les yeux en leur disant, ben voilà, la vérité, c'est que j'y ai cru, comme vous, mais la vérité aussi, c'est qu'on n'y arrive pas et que je n'ai pas de solution. Et donc, la décision, elle est difficile, mais je dois la prendre, et ça fait partie de mon rôle, de prendre cette décision. Et voilà, lundi, donc, j'ai pu rencontrer l'équipe et leur dire en fait ce que ça me faisait de fermer cette activité, et incluant la difficulté, la tristesse que j'avais. Et donc, en exprimant ma tristesse de fermer cette activité, je me montre vulnérable devant eux. Mais du coup, ça m'a permis après de leur dire, et vous, peut-être c'est important que vous puissiez partager votre ressenti. Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été un moment, pour ça que j'ai un peu d'émotion en disant, ça a été un moment extraordinaire. Alors qu'on était en train de fermer cette activité, on a vécu un moment de dialogue entre nous, d'une qualité de relation, d'échange, assez magique. Et notamment, j'étais très touché par l'un des opérateurs de l'usine qui disait, vous savez, monsieur de Boisredon, c'est pas tant de perdre mon job qui est difficile, parce que je sais que je vais en retrouver, on a des performances, et je sais qu'on est hyper performant dans l'équipe, et on va tous retrouver un job. Mais le plus dur pour moi, c'est est-ce que je vais pouvoir retrouver une entreprise dans laquelle on a vécu une telle ambiance, une telle qualité de relation entre nous. Si vous voulez, ça, par exemple, c'est un cadeau qu'ils se sont fait les uns aux autres de pouvoir se dire ça. Mais ça, c'est possible si effectivement celui qui a le pouvoir, et on va parler avec lui, celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire le dirigeant, accepte un moment de fendre l'armure et de se montrer vulnérable. Voilà, ce que je cherche à dire à travers ce témoignage, c'est qu'en fait, se montrer vulnérable et être dirigeant, ce n'est pas incompatible. Je pense que c'est profondément compatible. Je pense que même, c'est souvent une condition qui fait que l'ensemble du corps social de l'entreprise peut fonctionner ensemble et peut du coup, il y a une parole qui se libère, il y a une vérité qui se libère dans la mesure où on ose se montrer vulnérable. Vouloir cacher ses vulnérabilités, ses fragilités, c'est très fatigant. Vous avez des dirigeants d'entreprise qui vivent une tension extrême de peur de montrer leur fragilité. Parce que quand je dis dirigeants d'entreprise, ça peut être même vrai d'hommes politiques ou même de dirigeants religieux. C'est pas, voilà. Se montrer fragile, en fait, c'est paradoxalement, et c'est une chose qu'on travaille beaucoup avec lui dans le cadre des Hautecum, en fait, oser se montrer fragile et oser montrer sa vulnérabilité, ça requiert énormément de courage. Et pour nous, c'est un signe de courage et de leadership que d'oser se montrer fragile. Voilà, peut-être je vais te donner la parole. Parce que ce qui est chouette avec lui, c'est qu'on se complète très bien dans la parole. Donc je sais que tu vas dire des... Vas-y. Bonsoir à tous et toutes. Je vais me présenter aussi un petit peu. Ce qui est effectivement dans ce qu'on peut compléter, c'est que moi je ne dirige pas de personne, je ne suis pas manager. Mais je vais vous parler pourtant de leadership, et notamment de mon propre leadership. Et donc déjà, on a envie un petit peu d'entrer déjà cette définition du leadership qui n'est pas dépendante du fait d'avoir des responsabilités, mais qui est plutôt une attitude. Et donc on va en parler un peu plus ce soir, mais en tout cas nous, le leadership auquel on forme, auquel on appelle, auquel on croit, est un leadership qui passe par notre vulnérabilité. Et là, tu nous as donné un exemple. Par exemple, il y a fermé une usine et il y a fermé une usine. Et fermer une usine avec ce leadership dont on parle, ça veut dire que même dans une épreuve difficile, il y a du bon et du neuf qui peut émerger pour les personnes et pour le projet. C'est de ce leadership dont on parle, mais il passe par quoi? Par être capable de se montrer vulnérable, d'exprimer des ressentis,
d'exprimer de la tristesse, etc. Et ça ouvre et ça crée une qualité de relation. Donc voilà, déjà vous partagez en tout cas qu'on a une conviction là-dessus, c'est que quand on est face à la réalité particulièrement complexe de notre époque, mais elle est toujours complexe, ben pour trouver vraiment des solutions et avancer, on a besoin d'une qualité de relation. Et que cette qualité de la relation, qu'on le veuille ou non, elle passe par soi-même s'engager et se risquer dans ce qu'on partage, dans ce qu'on donne de nous-mêmes. Et nous, c'est ce leadership dont on parle. Et ça, ce n'est pas dépendant du nombre de personnes dont on a la responsabilité. Par contre, c'est vrai que plus on a de personnes sous notre responsabilité, plus il commence à être clé de développer ce type de leadership. Donc, pour ma part, il y a eu aussi une bascule peut-être assez similaire à celle d'Hubert. Donc, c'est pour ça qu'on voulait commencer par ce point-là. J'ai grandi dans une famille, pour le coup, pas chrétienne. Donc, ça, c'était une vraie différence, et qui ne m'a jamais mis de pression sur mes études. J'ai des frères et sœurs, tout le monde fait quelque chose de différent. Il y en a un, il est peintre à Cuba, l'autre, il est aussi artiste, et l'autre, bref, on fait tous des choses très, très différentes. Il n'y avait pas de pression, mon père entrepreneur qui n'a jamais fait d'études, etc. Pourtant, moi, il y avait une sorte quand même de choses qui me poussaient au lycée, il fallait que je sois quand même un peu dans les meilleurs, il fallait que je fasse ce qu'il y a de plus prestigieux. Il y a un truc, il fallait que ça envoie, quoi. Il fallait que ce soit cool, il fallait que ce soit prestigieux. Et donc, on m'a dit, c'est quoi prestigieux quand on fait une filière plutôt éco? Ah, c'est prépa et HEC. Et donc, j'ai suivi cette filière et ça m'a amené par là-bas. Mais disons qu'arrivant dans l'école, voilà, on s'est quand même battu 2 années de prépa pour un concours. Une fois qu'on arrive là, on se repose la question du pourquoi. La question dont parlait Hubert à l'instant, et là, la réponse, elle n'est pas si évidente. Tant que le pourquoi c'était arrivé dans cette école, c'était assez facile. Mais là, quand on rentre dans le grand bain, pourquoi je veux travailler, à quoi, je veux contribuer à quoi, toutes ces questions que les jeunes brandissent aujourd'hui, et heureusement, et qu'on brandit ensemble. Mais il y avait quand même quelque chose de mon fonctionnement, mon système jusqu'à maintenant, qui était celui qui est le plus prestigieux. Si là, je l'appliquais, ça m'a amené dans des cabinets de conseil et d'audit, et ça ne m'attirait pas. Et donc, tous les amis allaient à des forums pour voir un petit peu ce que les entreprises présentaient. Et ce qu'on me présentait ne m'attirait pas, ne m'appelait pas. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'était un premier acte de leadership à ma toute petite échelle, mais pourtant, c'est de ça dont on parle, de dire à mes amis, en fait, je me mets face à la réalité. Et je crois que c'est ça la fragilité, c'est se mettre face au réel. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de tout ça qui m'attire. On peut checker un peu ce qu'il y a un peu d'orgueil, un peu d'ego. Bon, il me challenge un peu. Non, il n'y a rien à faire. Vraiment, ça ne m'attire pas. Bon, alors si j'assume ça, que ça ne m'attire pas, alors j'ose chercher ailleurs. Et ça, c'est peut-être le deuxième pas, c'est de regarder la réalité et du coup d'assumer. J'assume que ça ne m'attire pas et donc à moi d'aller chercher autre chose. J'avais vécu en première année un échange à l'étranger, des voyages un peu en solitaire. Et j'avais vécu une expérience de la rencontre qui m'avait un peu bouleversé, de rencontrer des gens différents qui ne partagent pas ma langue, qui ne savent pas ce que représente HEC. Donc moi qui avais construit toute ma confiance en moi sur cette école, là, ça retombait un peu. Donc il fallait bien, ils m'ont un peu bousculé dans, il y a autre chose dans ce Louis là. Ils sont un peu allés me chercher dans, ah oui tiens c'est vrai, en fait qu'est-ce que je vaux vraiment et à quoi je le mesure. Et ils allaient me chercher sur des choses beaucoup plus simples de valeur, de présence. Et donc, eh bien, ça peut paraître un peu surprenant, mais quand j'étais là face à mon choix de premier stage, c'est quand même le début d'un CV, il y avait une évidence que ça ne m'intéresse pas. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tirer le fil de ces voyages en solo, de gens qui me disent ta valeur, elle est ailleurs. Et en tirant le fil, ça m'a amené aux Philippines, élever des poulets pendant plusieurs années et vendre dans des restaurants à Manille, etc. Mais cette expérience, elle n'est pas, voilà, c'est quand même 6 ans aux Philippines, c'est pas rien. Quand on a 32 ans, ça fait un petit bout, 20% de mon temps quand même sur Terre jusqu'à maintenant. Il y avait une expérience assez unique d'être avec des fermiers anciens rebelles communistes en plus, donc ils essayaient de retrouver une vie normale, de gagner de l'argent par le fruit de leur travail plutôt que par du rançonnage, etc. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Qui m'embarquaient là-dedans sans me juger, alors que je ne savais pas faire ce qu'il fallait faire, quoi. Je n'avais jamais fait ça. Aucun jugement, un accueil pour le coup de la différence assez extraordinaire. Et en fait, voilà, je pense un tournant pour moi absolument majeur et qui résume peut-être bien cette période, c'est quand l'un des fermiers, après quelques mois à vivre et travailler avec eux, juste aller suivre et faire ce qu'il faisait, quoi, est venu me voir un soir un peu éméché. Elle me dit « Louis, je peux te parler de cœur à cœur parce que je suis un peu éméché. » Et me dire « Je t'aime. »
Donc c'est quand même un gars avec des tatouages partout, il lui manque 15 dents sur 30 et qui titube à moitié quand même. Et il me dit de but en blanc, je t'aime. Et je dis bon, ok, tonton, tout le monde s'appelle voilà, Tito, tonton. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit bah, grâce à toi, mes enfants, ils ont un modèle avec lequel grandir. Un modèle d'homme respectable avec lequel grandir. C'est quand même, là, en termes de fragilité, c'est quand même fort. Sous-entendu, moi, je ne la porte pas. Peut-être, enfin, en tout cas, en pendant ça. En tout cas, il me reflétait quand même de quelque chose de très, très fort. Donc moi, ça m'a un peu, ouais, ça a contribué à remettre les choses en place dans ma valeur et dans la valeur des êtres et des choses, qui a été vraiment fondateur pour ma vie. Bon, après, j'accélère un tout petit peu, mais j'ai été confronté à des sujets aussi de personnes très inspirantes qui s'accrochent au pouvoir. Moi-même, j'ai connu ma petite notoriété aux Philippines et j'ai fini par oublier mon fermier avec ses dents en moins qui me disait « je t'aime », oublier les fermiers, et plutôt aller vers les paillettes, vers les plateaux, vers les conférences, machin. Plus très vulnérable sur scène. Alors là, c'est pas comme Hubert qui se laisse ressentir une émotion. Au contraire, tout était bien maîtrisé, bien contrôlé. Ça reste une tentation pour moi. Mais donc confronté à, ah ouais, pas si simple d'avoir une belle aspiration, d'essayer de faire les choses bien, de manière humaine. Ah oui, en fait, on est en permanence décalé. Moi, j'ai découvert que la gloire m'attirait quand même pas mal, donc je peux être un peu susceptible, enfin, à me laisser tenter par de l'admiration, par des beaux reflets qu'on peut me faire. Bref, on a du mal à rester aligné, en fait. Et je crois que, je peux dire qu'on peut être assez communément, humainement, pas facile de rester aligné avec le meilleur de nous-mêmes, avec ce à quoi on aspire. Et je pense que ce point de départ, qui s'est confirmé aussi avec un fondateur très inspirant, qui a transformé ce pays, qui a sorti les gens de la pauvreté, mais qui a dévié, qui a commis des abus, des choses telles qu'on peut en entendre en ce moment dans l'actualité en France, des choses très graves, m'ont confronté à « ah oui, donc en fait, peut-être que l'être humain est fondamentalement fragile, mais particulièrement face au pouvoir. Face à se croire au-dessus, se croire meilleur, face au pouvoir sur l'autre, etc. » Ce qui a initié chez nous un échange. Et là, la chose assez marrante, c'est qu'avec Hubert, on commence à se dire « tiens, il y a un sujet sur le leadership ». On s'est retrouvés à un moment où on était un peu sur un même plateau de succès l'un et l'autre. Moi, j'avais ma petite notoriété aux Philippines, le Français qui parle philippin qui élève des poulets, Hubert qui avait ses entrées ici et là, le dirigeant qui a réussi, etc. Et on surfait là-dessus tranquillement. Et on s'est rencontrés très, très dans l'essentiel, comment on se donne pour le monde, comment on s'engage. Et en fait, ça, c'était vivant. Mais dans le réel, c'était moins vrai, quoi. Il y avait un peu d'incohérence vis-à-vis de nos aspirations. Et donc, on a commencé à dialoguer et à s'interpeller avec une certaine fraternité, parce qu'il n'y en avait pas un meilleur que l'autre, voilà, avec une même aspiration et des mêmes limites. Et on a commencé, en fait, un échange très régulier, très fréquent, et avec la question comment nous, on apprend à être des meilleurs leaders et comment on transmet un meilleur leadership. Et là, on a été surpris nous-mêmes que la réponse, elle s'est donnée dans c'est étonnant, c'est dans ce dialogue où on se vit en vérité, où on partage en vérité. D'où ce qu'on vous partage aujourd'hui, que notre conviction, c'est que cette fragilité dont on parle aujourd'hui, elle est en fait une clé essentielle, pas forcément pour de la performance à court terme, même pas pour la performance assurée. On n'a pas de certitude qu'être en vérité avec son équipe, ça va donner du fruit, ce n'est pas mesurable. Mais en fait, on peut partager une conviction, une espérance, c'est que tous les pas qu'on peut poser dans une certaine fragilité, de reconnaître la réalité telle qu'elle est, de partager des ressentis, eh bien, ça ouvre des potentiels. Et ça permet de répondre à des questions en fait assez complexes. Donc le compagnonnage pour nous était un lieu de formation où on se challenge l'un l'autre à se mettre face à la réalité, reconnaître notre limite, reconnaître notre besoin de l'autre, et d'une certaine manière, ça nous fait avancer. Oui, donc la vulnérabilité peut être un ingrédient d'une manière de conduire une entreprise, de vivre sa vie professionnelle et de diriger. Une question que l'un de vous me posait juste avant la réunion, il me disait, mais est-ce qu'il y a un lien entre vulnérabilité et stratégie? Alors, j'ai envie peut-être de vous donner un exemple de comment ce qu'on dit là à titre personnel, en fait, peut se répercuter sur l'entreprise tout entière. C'était il y a quelques années. On est alors à Arbor, on est, donc je vous disais, spécialiste des encres et des consommables, et on est devenu progressivement leader mondial des consommables qui impriment les étiquettes code-barres et tout ce qui est information variable sur emballage. Et il y a quelques années, on était déjà leader mondial
je veux dire globalement, mais on était numéro 4 aux États-Unis. Et vraiment, ça m'embêtait beaucoup. Je trouvais qu'un leader mondial qui n'est pas leader aux États-Unis, c'est pas un vrai leader mondial. Et on avait un gros concurrent américain qui nous attaquait chez nos clients. Enfin, c'était compliqué. Enfin, voilà, on était en lutte concurrentielle très forte. Et donc, il y avait trois concurrents au-dessus. Et il se trouve que non pas le quatrième, mais il y a un cinquième concurrent juste un peu plus petit que nous. On apprend que son usine explose. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais donc il se retrouve HS. Ce cinquième concurrent, il a appelé le numéro 1 et le numéro 2, qui étaient américains, pour lui dire, mais écoutez, voilà, mon usine a explosé, est-ce que vous pourriez m'aider dans le temps que je reconstruise mes machines et mon usine, est-ce que vous pourriez m'aider en me fournissant des produits pour que je ne perde pas mes clients? Alors le numéro 1 et le numéro 2, ils ont dit, écoute, trop content que tu disparaisses, mon petit gars, va te faire voir un sentiment. Donc on ne te fournira rien et on espère surtout que tu vas mourir très vite. Et donc ça, c'est pas tout à fait la vulnérabilité. Hein. C'est autre chose. C'est le monde des affaires dans sa dureté. Et désespéré, il se tourne vers nous, qui sommes européens, en nous disant, mais écoutez, voilà ce qui m'arrive, est-ce que vous seriez prêts à m'aider? Moi, à ce moment-là, on avait des actionnaires financiers majoritaires, et je reconnais que c'était pas forcément évident pour moi non plus, parce que je disais, voilà, alors on a peut-être l'occasion de progresser si on lui prend des parts de marché. Donc en fait, je reconnais moi-même que j'ai eu ce réflexe assez normal pour un dirigeant d'entreprise de dire, là, il y a l'occasion de progresser, est-ce que j'en profiterai pas? Et l'un de mes collaborateurs, directeur commercial, je dis d'autant plus qu'il n'était pas, c'est pas forcément c'est pas un homme qui affiche sa foi, en tout cas, ou qui est chrétien ouvertement, mais qui est quelqu'un épris de sens de justice et d'humanité, il m'a un peu confronté à ce moment-là en me disant, mais Hubert, il m'a dit, si c'était nous, si c'était notre usine qui explosait, vous feriez quoi? Vous attendriez quoi? Vous attendriez quoi des autres? Bon, voilà, et là, je lui ai dit, c'est vrai que si notre usine explosait, j'aimerais bien qu'on soit aidé. Mais il dit, alors, nous, on ne va pas le faire. Et il me dit, vous savez quoi? Non seulement il faut l'aider, mais il faut qu'on l'aide en acceptant d'avoir des marges minimum. Parce que c'est ça, la solidarité entre coproducteurs d'une même activité. Et on a une décision d'équipe d'aider ce concurrent, en gagnant pratiquement rien. Bon, après, ça a voulu dire aussi accepter vis-à-vis des actionnaires financiers, de leur dire que j'étais peut-être pas à leurs yeux, j'avais peut-être pas pris la décision qui permettrait de maximiser le profit, mais que la décision, elle était d'une autre nature. Bon, on l'aide, et puis à peu près un an après, son usine est reconstruite, il nous dit merci beaucoup, au revoir, voilà, vous avez fait votre job, moi je reprends mes clients, etc. Donc on peut dire qu'on n'a pas gagné grand-chose. Donc l'histoire pourrait s'arrêter là. Simplement, à peu près 2 ans après, je reçois un coup de fil du CEO, donc du dirigeant de ce concurrent qu'on avait aidé. Et qui nous dit, en fait, je vous appelle parce que notre groupe a décidé de changer de stratégie et de vendre l'activité dans laquelle on est concurrent. Il se trouve qu'on est harcelé par le numéro 1 et le numéro 2 américains qui veulent nous racheter. Mais moi, je ne veux pas leur vendre. Parce que quand on avait besoin d'eux, ils ne nous ont pas aidés. Celui à qui je veux vendre, c'est vous. Et donc, si vous nous faites un prix qui est raisonnable, on ne va pas faire les enchères. Si vous nous proposez un prix qui est raisonnable, on vous vend notre activité. Et donc, je me rappelle, ça s'est passé sur le sommet de la tour Montparnasse à Paris. Il est venu des États-Unis, on a signé, on a célébré le fait qu'on a racheté ce concurrent qui nous a propulsé de numéro 4 à être entre le numéro 2 et le numéro 1. D'accord? Et en fait, l'histoire même ne s'arrête pas là, parce que du fait qu'on était beaucoup plus fort, on a commencé à gagner d'autres clients américains, parce qu'en plus ce client était américain, donc ça nous a aidé à devenir plus américain. Au point que, à peu près 1 ou 2 ans après, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro 1 en disant, écoutez, voilà, est-ce que j'ai l'intention de vous racheter, est-ce que vous êtes partant?
Et en fait, on a racheté le numéro 1, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est numéro 1 mondial, on est numéro 1 aux États-Unis. Et ça a été et alors, pour la petite histoire, beaucoup de personnes après nous ont dit, mais attendez, mais comment vous avez réussi ce jeu de poker, ce jeu de Go absolument incroyable, cette réflexion stratégique étonnante? Mais en fait, cette réflexion stratégique étonnante ou ce résultat stratégique, il est venu d'une attitude de vulnérabilité. Et je pense que la clé, et là où ça rejoint le compagnonnage, c'est que par le compagnonnage, en fait, on développe cette attitude de pouvoir s'interpeller et d'accepter, d'écouter l'autre qui a un avis différent et de se laisser bouger. Et je crois que l'expérience humaine que j'ai vécue très fortement là, c'est d'accepter de me laisser interpeller par mon directeur commercial, sans lui dire « t'es un imbécile parce que tu ne penses pas comme moi et c'est comme ça », mais au contraire de lui dire « tiens, pourquoi tu dis ça ?» et de lui laisser me dire « mais écoutez, si notre usine explosait, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous attendriez ?» Et là, il a touché mon cœur. Il a touché quelque chose de beaucoup plus essentiel que le désir de maximiser du profit à court terme. Parce qu'il m'a montré, il m'a introduit dans autre chose, qui était, c'est quoi le sens profond de ma vie de dirigeant en humanité quand un concurrent souffre? Le concurrent n'est pas forcément un ennemi, c'est quelqu'un d'autre. Donc toute la question, c'est quelle est la place de l'altérité, quelle est la place de l'autre dans le monde des affaires, par exemple. Donc ça introduit sur complètement autre chose. Et ça, je pense que ça n'est possible que quand on fait entrer en soi cette vulnérabilité qui ouvre beaucoup plus largement qu'une logique binaire. Voilà, donc c'est une belle histoire. Donc depuis, on a intégré cette société américaine. Je pense qu'on a fait beaucoup de bien à cette société américaine qui, au passage, avait connu 21 ans d'être tenue par des fonds financiers qui tournaient tous les 3 ans et qui n'avaient eu de cesse que de serrer leurs investissements en leur empêchant de grandir. Alors que nous, on remet de l'investissement, on remet de la confiance pour l'avenir. Ça va se faire quoi, ça? L'exemple, il révèle voilà, une forme d'espérance qui sort de la logique mathématique pure. Mais et ça, c'est peut-être à ça qu'on peut ne jamais cesser d'appeler, mais de sorte de conviction qu'en suivant sa fidélité, alors moi, dans le tout petit exemple que j'ai donné, c'était par rapport à mon choix de stage, si petit et pourtant si fondateur pour moi, mais de se dire, d'aller rejoindre cette humanité, et là on est dans humanisme et entreprise, mais d'aller rejoindre cette humanité qui se reconnaît, bon ok, je prends un risque par rapport à mes investisseurs, mais j'écoute quelque chose qui est plus de l'ordre d'un appel de sens, de fraternité, etc., eh bien, on ose croire qu'on n'attend pas d'abord ça, mais que ça ouvre aussi un plus grand bénéfice. Et que ça, ce qu'on veut vous partager, c'est que c'est une attitude qui se cultive parce qu'elle n'est pas forcément naturelle et elle n'est pas encouragée, surtout par le monde des affaires. On est plutôt dans une logique où on va survivre parce qu'on écrase l'autre, parce qu'on est meilleur que l'autre. Et les concours, il y a aussi un peu de ça. Et pourtant, on a à aller se décaler par rapport à cette attitude et entrer dans une attitude de dialogue et de confrontation. Mais ce qu'on veut partager là aussi, c'est que c'est quelque chose qui se cultive en permanence. Et que le grand défi, et c'est aussi un des points de départ de notre travail, c'est qu'on voit qu'à un moment, on peut être assez aligné, assez vulnérable. On doit tout le temps remettre en jeu ce qu'on a, parce qu'en fait, on s'attache à de nouvelles choses. Ah, bah attends, moi, à l'époque, voilà, j'étais plutôt... je ne sais pas si je peux vous donner un exemple, mais par exemple, à un moment, je faisais trop de ces conférences où je donnais aucune clé, c'était juste aller recevoir un peu de gloire en inspirant un petit peu les personnes. Donc j'ai eu un peu une sorte de dégoût de ça, et j'étais fier d'avoir pu lâcher ça, on me proposait des trucs et de pouvoir dire, bon les gars, en réalité, on a sauvé la vie de personne avec nos poulets, donc arrêtez de me faire parler sur scène, je n'ai rien à raconter. Et donc c'était une humilité qui était pas mal. Enfin, j'étais heureux d'avoir rejoint ce courage, d'être honnête. Mais au bout d'un temps, ça peut être paradoxal, mais je commençais à m'accrocher à cette humilité. Donc quand on me demandait de parler, je dis non, moi je fais rien, je n'apporte rien, et je suis humble. Et au bout d'un moment, paradoxalement, on s'attache à nos postures nouvelles. Ou comme par ailleurs, en fait, on a besoin d'être remis en mouvement. Et ça, c'est l'intuition du compagnonnage, alors que nous, on vit de manière assez intense, on a des échanges hebdomadaires.
s'aiguillonner à rester en mouvement, mais non pas par obligation, mais parce que justement on croit en l'autre, mais que ça demande d'être cultivé. C'est-à-dire qu'on se réattache en permanence à nos succès, mais aussi à nos échecs, à nos réussites, et qu'en fait, ce qu'on croit, c'est que la vie nous appelle tout le temps à bouger, et que je crois que tous fragiles, c'est accepter qu'on n'est jamais abouti et qu'on doit tout le temps se laisser challenger. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup à l'intergénérationnel. Nous, jeunes, avons moins à perdre, donc on peut un peu challenger le plus âgé qui est un peu plus... il a plus de choses auxquelles s'attacher, il a plus de choses à mettre en risque, c'est normal, et il ne faut pas leur vouloir pour ça. En attendant, on a à jouer notre rôle d'aiguillonner ça, et puis le rôle du plus âgé, et ça a été aussi dans notre compagnonnage le chemin d'Hubert, c'est de se laisser interpeller, et ça, c'est s'accepter fragile. Et donc, c'est vrai qu'on parlait de management, et que le management est peut-être le métier le plus dur aujourd'hui. On croit que parce que notamment, ça demande de se laisser déplacer par l'autre, et donc d'être censé être celui qui gère, tout en acceptant qu'on va se laisser déstabiliser par l'autre. Ça, c'est quelque chose qui se cultive, c'est un muscle qu'on n'est pas habitué. J'ose espérer que dans les écoles de management, on apprenne de plus en plus à former ça, et je pense qu'une journée comme ça, là, y participe. Mais en tout cas, ce n'est pas naturel de se laisser interpeller, de se laisser challenger, surtout quand on est en position de responsabilité, de pouvoir, on nous regarde, etc. Mais ça peut se cultiver. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous partager. Oui, peut-être pour faire quelques connexions. Donc, le lien entre vulnérabilité et vérité, c'est-à-dire qu'en fait, se montrer vulnérable suppose d'être clair, de faire le clair avec soi-même. Parce que le principal obstacle de la vulnérabilité, c'est la peur. C'est la peur de, si je me montre dans ma fragilité, j'ai peur d'être rejeté. J'ai peur de ne pas apparaître aussi beau que j'aimerais. J'ai peur que l'on dise de moi que je ne suis pas si fort que dans ma tête, un dirigeant devrait être fort, par exemple. Donc, faire le clair, être en vérité, être authentique avec soi-même, c'est pas toujours évident à faire seul. C'est là où l'autre, l'altérité, le vis-à-vis. Alors, nous, dans notre cas, c'est compagnonnage, mais c'est aussi vrai la vérité en couple, c'est aussi vrai avec un coach, avec un accompagnateur spirituel, avec des amis. Mais en tout cas, de considérer qu'on peut, enfin, en tout cas, c'est notre conviction qu'il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d'être fidèle à son idéal en restant seul. Et que le problème de beaucoup de personnes en situation de pouvoir ou d'autorité, c'est justement qu'ils n'ont pas ces vis-à-vis suffisamment libres à leur côté pour leur dire la vérité, leur dire qu'ils se trompent ou les encourager quand ils ont besoin en disant là c'est juste. Le deuxième lien que je veux faire, c'est, puisqu'on est dans une école et dans le cadre de cette rencontre d'inspiration chrétienne, c'est le lien entre authenticité, vérité, vulnérabilité et Esprit Saint. C'est que je pense qu'en fait, se laisser guider, en fait, le vrai sujet, c'est comment arriver à prendre des décisions, qu'elles soient personnelles ou stratégiques, en fidélité à soi, donc en fidélité à ses aspirations profondes, à son idéal. Et en fait, ça veut dire se laisser guider par un idéal plus grand que soi. Et cet idéal plus grand que soi, on voit bien qu'on peut le trouver notamment dans l'Évangile, dans la personne du Christ, qui a, en fait, si vous voulez, dans nos échanges, on est un peu arrivé à cette découverte assez extraordinaire. Je le dis d'autant plus que, je peux le dire, mais au départ, Louis n'était pas chrétien, donc en fait, ça a été tout un et, enfin, tu peux... Moi aussi. Bon, Louis n'était pas chrétien, mais Louis a été baptisé il y a 2 ans, donc ça a été d'ailleurs assez magnifique. Mais moi, une des choses que j'ai reçues notamment de l'échange avec Louis, c'est son questionnement de sa découverte du Christ, qui m'a fait redécouvrir d'une autre manière, et notamment en disant, mais attends, je me rappelle très bien le jour où tu m'as dit, mais attends, mais ce Jésus là, il expérimente un leadership extraordinaire, c'est révolutionnaire. Par sa liberté, par sa manière d'interpeller les pharisiens, notamment, etc., etc. Et on voit que quand on se remet à l'esprit, en fait, à l'Esprit Saint, on nous est donné une liberté pour pouvoir traverser et accepter cette vulnérabilité qu'il est très difficile d'accepter uniquement par soi-même. Parce que le Christ est celui qui s'est montré vulnérable jusqu'au bout. Pourtant, il était Dieu.
il est Dieu. Il est Dieu qui a été crucifié et il nous a montré par sa résurrection en fait le chemin. Donc voilà, tout ça, je crois qu'il y a une unité qui se fait dans cette unité entre vulnérabilité et foi, vulnérabilité et voie pour avancer, qui permet de tracer la route et où on peut comprendre en fait ce lien aussi entre vulnérabilité et courage. Peut-être un dernier petit témoignage qui est récent, puisqu'il date là aussi il y a quelques jours. J'ai un collaborateur en fait que j'apprécie, qui avait des bonnes relations avec ses pairs, avec moi-même, mais il se trouve que à un moment, l'ensemble de son équipe est venu voir le DRH pour dire voilà, la vérité, c'est qu'on ne veut plus travailler avec lui. Et on ne veut plus travailler avec lui, notamment parce que, pour différentes raisons, voilà, le lien a été coupé. Et là, c'est pas évident pour moi, parce que c'est une personne que j'apprécie, donc j'avais un peu un débat intérieur dans ma tête en me disant, voilà, est-ce que je me tais sur ce que je vois, sur ce que j'entends? Est-ce que je lui dis pas? Voilà, et puis est-ce que je lui fais croire que ça va, alors qu'en fait ça va pas? D'autant qu'on avait essayé un coaching, on a essayé et en fait ça ne changeait pas. Et là, j'étais vraiment confronté à cette interpellation pour moi, enfin cet appel d'authenticité, et de pouvoir lui dire en vérité, de lui dire voilà, ben en fait. Moi, à titre personnel, je vous apprécie. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, et ce problème, il faut qu'on le regarde en face. Parce que ne pas le regarder en face, ça ne fait pas de bien à l'équipe, ça ne fait pas de bien à l'entreprise, ça ne vous fait pas de bien non plus à vous. Et donc, est-ce qu'on ose regarder le problème en face ensemble? Et là aussi, c'était à la fois difficile, mais ça a été très beau, parce qu'en fait, ça a été l'occasion d'un chemin d'accompagnement pour l'aider à comprendre ce qui n'allait pas. J'ai trouvé d'ailleurs, il a accepté avec beaucoup d'humilité, et donc une décision qui puisse quitter l'entreprise, mais qui, en fait, je pense, non seulement ne le détruit pas, mais lui permet d'entrevoir un chemin nouveau et des pistes de progrès pour lui. Voilà, mais aussi, là aussi, c'est en tant que dirigeant, c'est venu me confronter dans ma propre vulnérabilité, parce que pouvoir dire à un collaborateur, en fait, la vérité, c'est que je vous apprécie, mais il y a un problème, et peut-être vous allez penser que je suis pas juste, peut-être vous allez penser que je suis que je devrais pas dire ça, mais pour le bien de l'entreprise, je dois vous dire que ça va pas. Voilà. Et je pense que ça fait aussi partie des chemins d'humanité, de pouvoir être vrai, en fait. Être vrai. Voilà. Ce qui me marque à nouveau dans ce que tu dis, c'est le côté aussi créer un espace et d'être prêt à accueillir la fragilité de l'autre, mais que ça n'est possible que parce que toi, tu t'es rendu fragile de certaine manière aussi. Si toi, tu ne te mouilles pas le premier, tu ne peux pas demander à l'autre de se mouiller, de partager son ressenti. Ça peut être justement assez manipulatoire. On disait ça tout à l'heure, de ne pas s'engager dans un moment où on invite l'autre à partager en vérité ce qu'il vit. Ne pas soit l'entraîner, on ne peut pas demander à l'autre d'être en vérité si soi-même celui-là qui a quand même le pouvoir de dire, entre guillemets, tu pars, de ne pas jouer ce rôle-là, on ne peut pas attendre de l'autre de le faire. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'un dirigeant d'entreprise ou un responsable qui demanderait à ses équipes d'être vrai en disant qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela, ou qu'est-ce que vous ressentez, mais qui ne le dit pas lui-même et qui ne se montre pas dans sa vérité, comme le dit Louis, c'est dangereux. Parce qu'en fait, c'est à la limite de la perversion, de certaine façon, d'inviter les personnes à se montrer vulnérables sans l'être lui-même. Donc notre chemin, je crois que c'est pour une des manières de définir le leadership tel qu'on le conçoit, c'est est leader celui qui le premier, en avant peut-être des autres, prend le risque de se risquer à être vulnérable pour ouvrir la voie pour les autres. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose là de beau, parce que ça montre que là aussi, leadership et vulnérabilité vont ensemble. Ils ne sont pas incompatibles, au contraire.